s'il y a des navettes, s'il y a des voies comme les tramways. Franchement, c'est des choses qui vont se faire. Et je vous assure que on est arrivé à un point où ce gouvernement va nous laisser avec tellement pas d'argent, mais notre conviction est forte, assez forte, pour que nous mettions du nôtre, pour que nous soyons les commerciaux de la Renaissance et que nous construisions ce pays sans que le gouvernement soit forcément obligé d'aller faire des emprunts. Et j'en suis persuadé, les Camerounais en sont capables. Merci beaucoup, Maman JC. La ministre en fait de l'Habitat et du Développement Urbain, donc la mine DHU, Madame Ketia Cortez. Pardon, et c'est tout. Tu voulais dire quelque chose à ce moment-là? Je croyais que mon micro était fermé et tu as prononcé un nom là. Je croyais que c'était le nom de Cortez qui t'avait fait mal. Qui t'avait fait mal au foie. Le nom là qui fait pas mal au foie, mais je vais dire. Justement, mais le nom là qui nous a fait mal au foie, pardon, Payo, il faut nous excuser. Moi, vraiment, le nom là, vraiment. Oui, ok. Ok, désolé, je m'excuse, s'il vous plaît. En fait, excusez-moi. La ministre, en fait... Mais Payo, il n'en demeure pas moins qu'elle reste une ministre du gouvernement actuel, donc qu'on le veuille pas... Prononce son nom, mais sa chanson, on a mal au cœur, voilà son nom, elle s'appelle Mania Saba, dites que Mania Saba. C'est le nom en poudre qui a trouvé le mot qui convient vraiment. Merci. Dites bien que Mania Saba, c'est vraiment son nom. En fait, je voulais dire deux mots sur le Je voulais répondre à une question du fait qui est descendu malheureusement, parce que parlant de la nouvelle ville là, en réalité, c'est une ville futuriste, une ville du futur, et où seront menées les activités du futur, notamment dans le domaine technologique. En réalité, cette ville va désengorger les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé. Parce que le métier, le vrai gisement d'emploi du futur, ce sera dans la technologie. Et le MRC, ou ceux qui ont rédigé ce programme, n'ont pas choisi cet endroit au hasard. C'est une zone qui est très peu peuplée, qui est plutôt plate au niveau géographique. Et en réalité, c'était l'endroit, à mon sens, idéal pour bâtir une nouvelle cité. En fait, la jeunesse aujourd'hui qui est friande de la nouvelle technologie, et le plus gros gisement d'emploi futur se trouve dans ce domaine-là. Donc, en fait, les jeunes seront tous là-bas et ce sera notre Silicon Valley. Et de plus, cette ville-là sera reliée par deux autoroutes. Une qui va la relier à Yaoundé et la seconde qui va la relier à Douala. Et je pense que un peu plus bas dans le programme, en fait, tout est financé. Tout est financé. Et d'ailleurs, quand je regarde le montant qui est indiqué dans le programme, je suppose qu'ils ont fait des simulations pour avoir ce montant-là. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que les 60 kilomètres d'autoroute, si on peut appeler ça ainsi, que le RDPC peine à faire et qui nous a coûté déjà plus de 700 milliards de francs CFA. C'est énorme. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire M. Payo, avant de se poursuivre. Excuse-moi. Ok, merci beaucoup, c'est tout. Merci pour cette précision. Et une fois de plus, je m'excuse de t'avoir donné des frissons tout à l'heure avec un nom que du moins que tu ne souhaiterais certainement pas écouter. Donc, je disais tantôt que, la ministre, en fait, qui est en charge de ce ministère, en fait, disait en 2020 sur Vision 4, en fait, que, en fait, du moins, elle accusait, en quelque sorte, les ménages d'être à partie ou même intégralement responsables du fait que Isaac-Am ne parvient pas au niveau de ces usines, en fait, à traiter les déchets. Donc elle disait justement que les ménages, en fait, mettent n'importe quoi dans leurs poubelles. Je reprends exactement mot pour mot, toujours s'il faut dire, il faut citer la personne
qui parlent souvent avec autant de désinvolture en fait. Alors moi la question que je veux poser, hein, moi je m'adresse ici à Stéphane ou à Laurent qui n'ont pas parlé depuis. Vous vivez certainement dans des pays où il y a une politique. Hein. Je ne sais pas si Laurent dans quel pays il est ou Stéphane, je sais pas, mais je dis vous vivez certainement dans des pays où il y a une politique de tri des déchets ménagers. Et cette politique, en fait, je pense, elle est impulsée par les gouvernements. Et si je prends l'exemple peut-être de la Belgique ou de l'Allemagne, en fait, ou des Pays-Bas, hein, ou même de la Suisse, il y a des, en fait, je veux dire, dans les ménages, il y a des sacs plastiques qui ont des couleurs. On va dire, je dis n'importe quoi, peut-être les plastiques seront dans des sacs verts. Les résidus en fait seront dans des sacs rouges, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce qu'au Cameroun c'est si difficile en fait justement que nous puissions le faire? Pourquoi est-ce que nos gouvernants ne peuvent pas sensibiliser les populations à dire que voilà, apprenez justement depuis les maisons à trier les déchets? Une fois qu'on n'a pas sensibilisé les ménages pour ça, est-ce que c'est légitime? Et là c'est la question, est-ce que c'est légitime, monsieur Stéphane ou Laurent, à qui veut bien prendre la parole en premier? Est-ce que c'est légitime justement d'accuser les ménages en fait d'être responsables du fait que Isaac ne parvient pas à trier ses déchets dans ses usines? Fin de la question, s'il vous plaît, excusez-moi. Stéphane, la primauté. Si, je peux répondre à cette question, Payot. Hein. Oui, bien sûr, madame Tomba, bien sûr. J'ai aussi lu le programme du MRC concernant le traitement des déchets là, et justement tu touches à une question essentielle concernant cette ministre là qui normalement devait se charger de ce type de travail là, mais qui prend le raccourci de taper sur les pauvres citoyens qui ne sont absolument pas qui ne sont absolument pas responsables de cette cacophonie là. En réalité, les populations, et même ici, comme tu dis en Occident, il y a on forme perpétuellement des populations pour le tri sélectif. C'est-à-dire que c'est pas naturellement que les gens vont se dire, ok, je sais que telle chose va aller dans tel truc. Parce que le tri sélectif est extrêmement compliqué. Il y a des moments où, justement, comme tu as dit, il y a des bidons qui ont des couleurs, il faut séparer le verre, le papier, le plastique, et puis finalement les déchets de cuisine et tout. Mais tu vas voir, par exemple, on va te dire, ok, ta facture du supermarché, tu vois que c'est du papier, mais on te dit, non, finalement, ça ne va pas dans du papier parce que. Et on met des programmes sur pied pour sensibiliser les populations, pour leur apprendre justement à faire ce tri sélectif-là. Et on le fait pourquoi? Parce on veut faciliter le travail finalement des entreprises qui sont chargées de faire ce travail. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, si en amont, on donne déjà aussi une certaine forme de responsabilité aux citoyens, de lui dire, ok, tu as ta part de responsabilité dans cette chaîne-là, et donc tu vas faciliter le travail de ces entreprises-là en faisant ceci, en faisant cela, de manière à ce que le citoyen se sente aussi responsable. Et puis une fois, quand ça arrive et que c'est déjà un peu trié, parce qu'il y a toujours un autre tri à faire quand on arrive en entreprise, ça facilite le travail, ça permet de faire énormément d'économies. Donc le programme du MRC parle aussi de l'économie circulaire. C'est-à-dire que, contrairement à l'économie linéaire où on fait je sais pas, on va dire l'obtention des ressources naturelles telles que, par exemple, je vais prendre le cas du pétrole, par exemple. On creuse le pétrole, ensuite on le transforme en produits, à la fin on les utilise et après utilisation, ça devient des déchets, complètement déchets. L'économie circulaire se veut plutôt économe et puis réutilisation. Et quand on ne peut pas réutiliser ces produits-là, on essaie de voir comment on va les mettre dans cette économie circulaire-là. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie du programme. Il parle justement de l'économie circulaire. J'ai beaucoup apprécié quand Mourou aussi a rappelé quand même que dans le directoire du MRC, il y a des experts en matière d'environnement parce que c'est justement le fondement même de ce qu'on appelle les questions environnementales et tout. Donc, il n'y a pas de raison de taxer le citoyen camerounais d'être responsable de ce que Isaac n'arrive pas à faire. Malheureusement, quand on ne fait pas ce tri sélectif-là en amont,
en aval, il se passe que le citoyen camerounais met tout et n'importe quoi dans sa poubelle et ça devient extrêmement compliqué parce que si vous mettez du plastique ou bien du papier ou bien du verre et dans les déchets de cuisine, par exemple les épluchures de pommes, d'oignons, tout ça, vous convenez avec moi que ces déchets qui sont extrêmement biodégradables là vont finalement rendre le tri complexe et compliqué. Ce qui va faire que la plupart du temps, les entreprises ne seront pas capables de faire ce recyclage-là, de faire ce tri-là, parce que c'est complètement mélangé, c'est compliqué. Et il va se passer qu'au lieu de faire... J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Est-ce que à l'état actuel du Cameroun, pays où économiquement tout est sens dessus, pays où les populations misèrent, souffrent, ont faim, n'ont pas de travail, on peut leur demander clairement, là, à l'heure actuelle, de trier leurs déchets? On peut leur demander ça? Je peux répondre? Oui, vas-y. C'est une question qui ne se pose pas quand dans sa tête le citoyen se sent à l'aise. S'il sait que c'est pour lui, il va le faire. Je vais juste prendre un exemple. On fait comment dans nos villages? Nos villages qui sont loin de tous les tracas qu'on a en ville, en dehors des maladies. On fait comment? Regardez comment c'est propre au village. Moi, quand j'arrive dans mon village, je t'assure, je n'ai plus envie de rentrer dans le doigt là. Tellement les courses sont propres. La pauvreté est là. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est propre? Les gens balaient devant chez eux, ils font du compost. Ils ne mettent pas tout n'importe où. Donc quand le citoyen est bien dans sa tête, je vous assure, les choses s'installent, la balance se met en équilibre toute seule. Donc ce n'est même pas une préoccupation. Est-ce que actuellement, je n'ai pas dit pour demain, c'est clair que demain le citoyen sera bien dans sa tête, On est en train de parler de quand nous on sera au pouvoir, non? Comment tu me parles de actuellement? Ok, non, je voulais seulement savoir. Mon problème, c'est Mania Saba, parce qu'elle a demandé. Moi, mon problème, c'est Mania Saba, la tour de contrôle. C'est Mania Saba qui demande. Oui. Non, la femme là, sa bouche sort trop. Oui, mais elle exige des choses alors qu'elle n'a rien donné en retour. C'est ça mon problème. Je veux d'abord expliquer avec sa longue bouche qu'elle n'a pas le droit de nous demander quoi que ce soit pour l'instant. C'est tout ce qui me dérange. Non, je suis conscient que ce que vous avez dit est bien, mais je dis, est-ce que maintenant, si là, dans le bois là qu'on connaît, le Yaoundé qu'on connaît là, avec toutes les souffrances que les peuples endurent, est-ce qu'elle a le droit d'ouvrir sa gueule pour dire ce qu'elle dit là? C'est ce que je veux savoir. Non, certainement, à mon avis, elle n'est pas en droit de dire que c'est de la responsabilité des citoyens camerounais. Parce que le citoyen, c'est quelqu'un qu'on doit former perpétuellement. Quand il y a de nouvelles choses, ça ne fait pas des siècles que les États européens se sont lancés dans le tri sélectif, par exemple. Et comme j'ai dit, ils forment les populations par rapport à ça. Et quand bien les populations sont formées, il y a des gens qui continuent de ne pas respecter un certain nombre de normes. Est-ce pour autant qu'on va accuser ces populations-là? Pas du tout. L'État, par contre, va tout faire et mettre tous les moyens en jeu pour que les citoyens continuent d'être informés sur ces questions-là et qu'ils se sentent finalement responsables. Comme on l'a dit, quand le citoyen vit dans un certain état de bien-être, naturellement, il est participatif. Donc voilà, le fait que la photo de Payot, par exemple, la photo que tu as mis dans ton écran là, où on voit des poubelles, des ordures qui pilulent partout dans les grandes villes, que ce soit dans des grandes villes ou des petites villes, la situation est la même. Ce n'est pas normal pour un pays comme le nôtre, ce n'est pas normal, surtout qu'il y a une entreprise comme Isacam qui est censée faire ce travail-là. Mais si elle ne fait pas son travail, ce n'est pas à cause du citoyen. Si le citoyen met la poubelle dehors, telle qu'on voit sur les photos, parce qu'on a aussi tendance à dire, les Camerounais devraient aussi faire ci, faire ça. Si le citoyen met ça, c'est parce que justement, il ne va pas vivre dans sa maison de la poubelle. Normalement, Isacam devrait passer, ramasser ses ordures, faire le mot ne me vient pas en français, ramasser ces ordures-là, disons comme ça, ramasser ces ordures-là quotidiennement. Chaque jour, il ne devrait pas se passer un jour sans que Isacam passe reprendre ces ordures-là. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Pourquoi? Parce que Isacam demande de l'argent au gouvernement camerounais. Ils ne sont pas payés comme il faut. C'est exactement comme Eneo. On a vu la sortie notamment du PDG d'Eneo la dernière fois qui disait que la dette du Cameroun, du gouvernement camerounais remontait à des milliards de francs CFA. C'est la même chose pour Eneo, pour Isacam autant pour moi. C'est le même problème. Donc, à ce moment-ci, maintenant, quand je parlais du programme du MRC, justement, puisqu'on parle de ce qu'on ferait
ce qui se ferait si le MRC arrivait au pouvoir. Justement, ils parlent de ça et ils ont notamment parlé par rapport à ta question, par exemple, quand tu disais en Europe, il y a un certain nombre de politiques qui sont mises sur pied pour faire ce respect-là. Le programme du MRC parlait également du fait que, par exemple, les emballages des produits de consommation, ce sont des choses qui vont être recyclables et la taxe va être partagée entre le gouvernement et le citoyen pour que le citoyen, finalement, après usage du produit contenu dans cet emballage-là, puisse retourner l'emballage pour qu'on envoie ces emballages dans des industries de recyclage, comme ça se passe par exemple en Allemagne, en Suède. Tu as parlé de l'Allemagne, tu as parlé de je ne sais pas quel autre pays tu parles. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, si je veux prendre simplement le cas des eaux embouteillées, ou bien des produits embouteillés la plupart du temps, que ce soit la bière, que ce soit les canettes de bière, ou bien les bouteilles, l'eau en général, après avoir consommé, quand vous achetez votre eau, on vous fait payer également la taxe de la bouteille. C'est-à-dire que si l'eau coûte 1 euro, on va vous vendre cette bouteille d'eau à 1,25 € par exemple. Je prends un exemple. 1,25 €, de manière à ce que les 25 centimes supplémentaires que vous payez vous donnent l'envie de retourner cette bouteille-là et qu'on ne la retrouve pas dans une poubelle mélangée à je ne sais pas quoi. Et donc, on rend de cette manière le citoyen responsable en tapant son portefeuille. C'est-à-dire que s'il va acheter 10 palettes d'eau en payant 25 centimes supplémentaires par bouteille, il aura à la fin de la consommation de son eau envie de retourner cette bouteille-là pour qu'on lui remette son argent. Donc c'est aussi une manière de rendre le citoyen responsable, qu'il se rende participatif et qu'il sente qu'il fait partie justement de la chaîne en matière de protection de l'environnement et de tout ce qui va avec. Maintenant, je vais aller un peu plus loin en ce qui concerne le traitement des déchets parce que voilà, on parle aussi de recyclage, il y a beaucoup de trucs qui peuvent être recyclés et c'est tout demande souvent de prendre des exemples précis pour qu'on amène les gens à comprendre un peu ce dont on est en train de parler. Je prends par exemple le cas de, vous avez parlé des parcs d'attractions pour des parcs pour les enfants et ainsi de suite. C'est fondamental dans les villes pour le bien-être des populations, pour le bien-être des enfants et tout. C'est bien que de temps en temps les enfants aillent se divertir dans les parcs avant de revenir. Maintenant, je vais prendre par exemple le cas des pneus qu'on a au Cameroun et que après usage, ça termine la plupart du temps dans la nature comme ça. On ne sait pas comment, alors que c'est des produits qui pourraient être extrêmement recyclables, qui pourraient justement entrer dans l'économie circulaire dont tu as parlé le MRC, dans le sens que les pneus, par exemple, ça peut être recyclé, et la plupart du temps, ces produits de recyclage-là sont utilisés dans les parcs ici. Par exemple, en Italie, là où je suis, c'est utilisé dans les parcs, c'est-à-dire que c'est utilisé comme c'est des produits qui sont assez... je vais dire ça en français. C'est-à-dire que si les enfants tombent, ça absorbe énormément leur chute. Voilà, c'est un peu comme des tapis. Ça absorbe énormément leur chute. Et la plupart du temps, les aires où les enfants jouent sont pavées avec ces produits de recyclage de roue là, dont on sépare le caoutchouc de l'acier et tout. Et puis on passe, en tout cas, c'est toute une chaîne de travail. Et à la fin, on utilise ce produit-là justement pour faire la construction de ces parcs-là. Également pour les stades que vous voyez là, c'est des produits comme ça qui sont utilisés dans des stades. Donc, c'est-à-dire que on se dit que le pneu aura une seconde vie. Vous voyez, donc, au Cameroun, voilà des choses comme ça qu'on pourrait faire pour encourager les Camerounais, pour les amener à comprendre que finalement, ils sont participatifs de ces choses-là. Mais pour cela, comme Mungo a dit, il faudrait que il y a un certain bien-être de la population, que le peuple camerounais se sente à l'aise, quoi. Quand il sera à l'aise, il va participer de lui-même, franchement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Kimda. Oui, Laurent, je vais... Parce que, Laurent, si tu me permets, juste sur ce que Mme Kemdel a dit tout à l'heure, en fait, en prenant l'exemple de l'Allemagne où ça se passe, le MRC, en fait, dans la page 34, le dit, le dernier point, nous introduirons le principe du pollueur-payeur pour la propriété et la collecte des déchets dans nos villes. Tous les produits de consommation courante livrés dans des emballages non dégradables seront soumis à une taxe de recyclage. Une partie de cette taxe sera reversée au consommateur si celui-ci rapporte l'emballage non dégradable dans un point de collecte approprié. Donc, oui, Laurent. Oui, Mario, face à la question que tu m'as posée, bon, je pensais que Stéphane pouvait avoir la primauté, mais peut-être qu'il n'est pas à côté. Je vais répondre en disant ceci. Par rapport, face à ce que tu as dit, moi je pense que avant d'accueillir le citoyen, il y a une certaine mesure que l'État prend. L'État fait, je crois, 3 ou 4 choses que je vais préciser.
Il y a déjà la mesure d'encadrement que l'État met en place à travers un financement qui permet d'acquérir les outils qui vont permettre à obéir à la vision qu'ils ont par rapport à ce secteur. Ensuite, il y a ce que l'État fait, ce qu'on appelle des mesures de sensibilisation, comme des mesures de sensibilisation, comme ce que Kendra a dit tout à l'heure, afin de sensibiliser la population sur la nouvelle donne en matière de salubrité et autres. Ensuite, l'État prend la mesure de médiatisation à travers les médias publics et à travers, si on peut aller au-delà de là, les médias privés, de sensibiliser parce que l'être humain a une capacité à mieux enregistrer ce qu'il voit visuellement que ce qu'il entend audiblement. L'État prend cette mesure-là. Et ensuite, l'État prend des mesures de sanction. Ça veut dire que l'État fait tout pour te faire comprendre que voici comment il faut se comporter. Maintenant, si tu ne te comportes pas comme ça, on sera obligé d'appliquer cette mesure. Parce que l'État estime qu'il met de l'argent en jeu pour cela. Pour le bien commun de tous. Et donc, il faudrait que cela soit respecté et accompagné. Donc, là intervient la participation du citoyen. Par exemple, moi je vais prendre le cas de la France, par exemple où je vis. Il y a des responsables d'immeubles. Chaque immeuble a ce qu'on appelle un gardien d'immeuble. Il y a par exemple un gardien d'immeuble. Lorsque il y a peut-être une politique qui a été adoptée en ce qui concerne la séparation des différentes ordures ménagères, on laisse fouiller le matériel. Il y a des différentes poubelles, par exemple. Il y a une poubelle qui a le dessus de couleur jaune, par exemple. Là, c'est pour les cartons. On vous dit que là, c'est pour les cartons. Ici, c'est pour différentes. Là, ici, c'est pour tel ou tel type d'ordure. Maintenant, si toi, tu viens jeter les ordures, par exemple, de la cuisine, tout ça, les trucs, les déchets alimentaires, là où il faut jeter les cartons, sachant que cela a été dit, parce qu'on t'envoie des avertissements, hein, parce qu'il y a des immeubles qui ont des caméras. Si jamais c'est toi qu'on a vu faire ça, on t'envoie des avertissements. Et si tu n'obéis pas, et si tu es récidiviste dans ton comportement, alors ils prennent des mesures de sanction. C'est comme ça. C'est un peu comme le système routier, en fait. Donc, je pense qu'avant d'accuser le citoyen, il faudrait déjà que l'État joue sa responsabilité en mettant des moyens, en mettant un encadrement, une sensibilisation, une médiatisation avant de jeter la faute sur le citoyen. Mais avec le cas du Cameroun, et Maman Moungo l'a dit ici, Kemda l'a dit, Révolution l'a dit, le Cameroun que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un Cameroun où nous pouvons espérer de voir ça parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites et doivent d'abord être faites pour pouvoir maintenant accuser le citoyen. Donc, c'est ce que je peux apporter comme intervention à la question que tu m'as posée, Payo. Merci bien. Payo, s'il te plaît, excuse-moi l'intrusion, je voulais juste... Laurent a parlé de quelque chose de très intéressant. Là, je vais juste vous raconter une petite anecdote pour parler pour dire à quel point le rôle de l'État est important, du gouvernement, de la commune même est important. Alors, ma maison donne sur la route et je suis au premier niveau. Donc, quand je me place au balcon, je vois les gens passer. Et il se trouve que les poubelles sont justement en face de ma maison, c'est-à-dire qu'il y a les bacs à ordures là. Et la plupart, parfois, il arrive que quand on ne fait pas le tri sélectif, on achète les gros bacs à ordures là et on fout tout à l'intérieur. Et on arrive, puisque c'est très gros, ça n'entre pas, ça ne passe pas par le trou dans lequel les ordures doivent passer. Et donc, on avait accumulé les ordures là-bas. Un soir, on est descendu avec beaucoup d'ordures, on a accumulé les ordures. Le trou a fait quoi quand même dans le trou? Le matin, et le matin, j'ai vu la poubelle, ceux qui ramassent la poubelle sont passés. Et puisqu'il y avait énormément d'ordures par terre et non dans les bacs à ordures, ils n'ont pas fait le ramassage, ils sont passés.
Et il y a une voiture de l'entreprise qui se charge justement de faire la récolte de tous ces ordures-là qui est passée. Ils se sont arrêtés, ils ont mis les gants, ils ont ouvert chaque bac à ordures qu'on avait mis dehors, chaque sac de poubelle qu'on avait mis. Ils se sont mis à trier un par un. Parce que justement, c'est sûr qu'ils étaient en train de chercher s'ils pouvaient trouver par exemple un document qui avait un nom. Et j'étais au balcon, j'ai eu l'impression d'avoir assassiné quelqu'un et que, je sais pas, la sensation que j'ai ressentie, je me suis senti tellement mal. Et j'ai dit, ils ont fouillé chaque sac, ils ont mis des gants, des cache-nez et tout, ils ont fouillé un par un. À la fin, ils ont fermé, ils sont partis avant que la voiture qui fait le ramassage est passée ramasser. Donc c'est pour dire à quel point justement, la commune aussi qui s'occupe de ça, bien la société qui se charge de ce ramassage-là, donne de l'importance au fait que le citoyen doit traiter ses déchets. Bon, je m'attendais à ce qu'il trouve un document, malheureusement, heureusement pour moi, il n'avait pas trouvé de document, mais depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais blagué avec le tri sélectif. Je n'ai plus jamais badiné avec. Donc c'est pour dire à quel point, si un État ne joue pas son rôle, qu'il n'accuse pas le citoyen va toujours essayer de jongler, de dire, ben oui, à la fin, je sais pas où je vais jeter ceci, je vais faire un bac où je vais mettre tout et n'importe quoi et je vais déposer ça, on va passer ramasser. Mais quand ils se rendent compte justement que, en faisant ça, chaque fois que les ordures arrivent dans les entreprises où il faut faire le tri, ça rend leur tâche difficile. Ils commencent à faire ce travail d'inspection-là. Est-ce que c'est fait chez nous? Non. Je vais pas dire que je ne sais pas, mais ce n'est pas fait. Et si on ne le fait pas, si l'État déjà ne le fait pas, il ne peut pas accuser le citoyen. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais un peu partager avec vous. Ok, très belle anecdote. Hein. Et après, c'est connu, hein, c'est même en Belgique, ça se fait, hein, même en Belgique. Lorsque on retrouve en fait un courrier qui t'appartient avec ton adresse, là tu vas recevoir une amende bien, très très bien salée en fait. Tu auras l'impression que c'est toi qui payes même la société en fait qui fait le tri. Donc voilà, ça appelle justement la population en fait à plus de responsabilités. Je ne sais pas si Bill Carson, parce qu'il est là depuis, hein, si veut bien dire quelque chose pour que nous puissions avancer, parce que là on est déjà à pratiquement 3 heures de live et voilà, donc il faudrait avancer pour pouvoir terminer sur la question d'aménagement du territoire. Donc je devais continuer dans ces mêmes lancées comme vous, parce que je suis à Belgique, j'ai fait ce que vous dites, rénovation des bâtiments. Tout est bien tracé. Des métastructures, des fers, ça on met à part, les J-Prop on le met à part, il y a ces sachets à part. Des blocs, on le met à part, tout est scindé. Même quand on va aller dans les bacs à conteneurs, arrivé dans les bacs à conteneurs, il y a des numéros. Parce que chaque commune a ses conteneurs à lui, a ses endroits où on jette la poubelle. Poubelle, quand on fait la rénovation, poubelle domestique avec la famille, c'est différent de ce qu'on fait dans le bâtiment où on nettoie son jardin. C'est bien numérodé. Il y a bien le numéro au parc de conteneurs. On ne peut pas jeter tout ce genre de choses. Moi, je pense le problème de notre pays au Cameroun, c'est les communes qui peuvent bien tracer ce genre de choses. C'est très facile. C'est parce que le gouvernement actuel au Cameroun ne veut pas le faire. C'est très facile parce que voilà les communes, il y a des communes partout, comme il y a des communes, chaque commune a là où on jette les ordures. Au Cameroun, je crois qu'on mélange tout. On peut verser sur un seul endroit, et alors là, on ne connaît pas qui a versé, qui n'a pas versé. Mais, et pourtant ici, chez moi, j'ai 3 poubelles différentes. Des sacs pour mettre des poubelles, des plastiques, des sacs pour mettre des ordures, des nourritures, peut-être des restes qui restent ensemble, qui restent à la maison, on met dedans. Et d'autres trucs pour balayer d'autres bacs pour balayer des déchets à la maison, mettre dans ces 3 trucs bien différents. Et chaque mercredi, je dois sortir la poubelle dehors. En mettant la poubelle dehors, je dois classer ça normalement. Et si, au parc là où ils versent toutes ces choses, ils arrivent et trouvent que tout était mélangé, ils vont. Parce que dans les bacs qu'ils ont mis, parce que ici, chez nous, ils ont mis les bacs différents. Parce que ça se met dans les bacs, il y a des numéros où je crois que c'est une puce qui est sur ça. Quand ils mettent sur le bac là, ça flash. C'est tel numéro, telle maison, des ordures sont quittés dans telle maison. Il voit comment il fait pour opérer, pour sanctionner celui qui a mélangé les poubelles. Et je crois que chez nous au Cameroun, c'est très possible de le faire
avec le MSC parce qu'ils ont vraiment la volonté de le faire par rapport à RDPC. C'est ça que je veux apporter comme un peu de contribution dans le débat. Ok. Avant que Essetou ne puisse prendre la parole pour raconter une anecdote, hein, donc en 2021, j'avais discuté avec un entrepreneur camerounais, en fait, Matip. Hein. Il avait un projet de transformation des déchets ménagers en fait en biogaz. Et il avait remporté dans le cadre d'un concours organisé justement par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, une somme de 6 millions en fait pour développer en fait, pour construire en fait ces usines. Malheureusement, lorsqu'il a soumis en fait son projet aussi à la société en fait d'hygiène et salubrité du Cameroun, en fait, il a reçu une fin de non-recevoir. Et on s'interroge justement sur les réelles questions des partenariats publics-privés au Cameroun. Mais bon, puisqu'on n'est pas encore sur cette question, je crois pas qu'on va l'aborder aujourd'hui. Le MRC, en fait, dans son projet de société, avant de passer la parole à Essetou, dit justement ceci, que les déchets biodégradables pourront être traités dans une unité de compostage, comme celle de la ville de Chang, pour produire des engrais biologiques, les biogaz et l'électricité. Donc c'est extrêmement important en fait que nous puissions en fait trouver les mécanismes, en fait les moyens, comment justement redonner vie, une nouvelle vie, pardon, ou encore comment faire en sorte que ces déchets ménagers en fait puissent servir à créer de nouveaux projets. Et justement, même Madame Kemdala a mentionné ici ce qu'on appelle le principe de l'économie circulaire. C'était en 2023 dans le New House, le festival organisé par l'Union européenne. En fait, c'était la thématique en fait. Donc l'énergie, l'économie circulaire en fait. Donc circular economy. Donc et ici, l'Union européenne justement a fait participer les entrepreneurs qui venaient de divers pays en fait, qui avaient des solutions pour pouvoir qui proposaient des solutions pour créer justement des sources d'énergie à partir des déchets organiques. Donc la parole à Essetou. Oui, en fait, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter vers la fin, pour continuer le live. Voilà, ou je peux la dire maintenant, c'est comme tu veux. Vas-y, c'est tout. Qui n'aime pas écouter tes anecdotes? Vas-y. En fait, j'ai une grande-tante, la sœur de ma grand-mère, et qui a fait un séjour en Europe, en France particulièrement, de 6 mois. Et quand elle est retournée à Douala chez elle, à Newbel, elle a demandé à ses enfants de trier. Parce qu'ici, elle avait l'habitude de trier. Et ses enfants lui ont répondu simplement, on trie qu'on a d'abord quoi? Voilà. Ensuite, quand la grand-mère a été au village, à Bandjoun, le village où elle est née, elle estimait qu'il faisait froid, elle portait des gants d'hiver et elle baptisait en patois. Voilà. Donc, le tri au Cameroun, je raconte ça pour dire que le tri au Cameroun, ce sera possible et les gens le feront aisément. Et pour répondre à Kenda, l'histoire de tarse sur les bouteilles, non, c'est pas une tarse. C'est un système de consigne, comme l'a dit Binam. C'est quelque chose qui est connu au pays. Donc, c'est juste une légère contrôle. Parce que quand tu parles de tarse, les féticheurs vont utiliser le mot tarse pour aller contredire le bienfait de ce que le tri va apporter aux Camerounais. C'est juste un système de consigne pour responsabiliser les gens. Et je voulais terminer pour parler de la cohérence du projet de société du MRC et de quelque chose d'extrêmement important. Et vous verrez qu'à chaque paragraphe, ce qui est l'idée qui est sous-jacente, c'est la création d'emplois. C'est-à-dire que même dans le tri sélectif, dans le recyclage, il y a de l'emploi qui va être créé. Je pense, avec les petites connaissances que j'ai en économie, que si l'entièreté de ce programme est implémentée, je crois que le chômage au Cameroun, je ne dis pas qu'il y aura le plein emploi, mais tombera largement en dessous de 5%. C'est-à-dire qu'on va partir de l'état actuel qui, à mon avis, doit avoisiner les 40% de chômage, parce que tous les beskineurs qu'on voit dans nos métropoles, Douala ou Yaoundé,
En fait, c'est des diplômés qui sont au chômage. C'est juste des petites activités alimentaires en réalité. C'est pas ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont jamais eu pour vocation d'être des mototaximens. Et ces nouveaux emplois va les donner, et on verra ça quand on va aborder la question de la formation. On verra que qui dit nouveau système dit forcément réorientation, donc nouveaux métiers, nouvelles formations. Donc en réalité, on ne sera peut-être pas au plein emploi, mais pas loin. Voilà, et il y a une cohérence dans tout le programme du MRC. C'est à cela que je pensais, et je sens que qu'en moins de 5 ans, sur un mandat, sur un quinquennat, ce pays peut être transformé. Et Mungo a dit une chose tout à l'heure, et je vais rebondir dessus parce que nous avons fait une simulation avec Revo, ici, et on s'est rendu compte que qu'avec le nouveau régime, enfin, j'aime pas le mot régime, avec l'administration MRC, l'administration Camto, comme elle m'a dit les Américains, il y a de fortes chances que le pays n'ait plus besoin d'aller commander de l'argent auprès des organismes de Bretton Woods, parce que nous, en diaspora, nous sommes capables d'acheter du papier émis par l'État du Cameroun. Voilà, on a fait une simulation et on s'est rendu compte que l'État du Cameroun que la diaspora camerounaise pourrait chaque année acheter la dette de l'État camerounais à hauteur de 5 milliards d'euros par an. Voilà, sachant que nous sommes entre 6 et 8 millions de Camerounais en diaspora. Donc avec ça, d'emblée, le budget du Cameroun explose. Donc il y a de quoi faire. Mais on peut acheter ce papier, mais que si un régime ouvert, un régime travailleur, un régime à qui nous avons confiance est installé à Yaoundé. Donc je termine, et c'est ça ma dernière prise de parole, à encourager les gens. Il paraît que les listes vont être ouvertes à nouveau début janvier. Les jeux sont quasiment faits. Les Camerounais sont conscients que le pays change en 2025 et que la victoire est à nos portes. Mais continuons à parler de ce programme et faisons surtout en sorte que les Camerounais, dans les bars au pays, dans la rue, sachent ce que le MSC va apporter ou va opérer comme changement dans leur vie, dans leur cité surtout. Merci beaucoup, et c'est tout. Stéphane, est-ce que sur tout ce que nous avions dit, tu as quelque chose à ajouter, parce que nous avons passé au point justement sur les infrastructures socio-économiques, en fait, voilà. Donc c'est juste une petite partie dans le programme, enfin pas une petite partie en tant que telle, mais nous allons prendre certains morceaux choisis. Je ne sais pas si au regard de ce qui a été dit, au regard de tout ce qui précède, tu as quelque chose, en fait, une lecture, du moins que tu voudrais ajouter. Je ne sais pas si Stéphane parle parce que son micro il est coupé. Autrement, nous allons progresser. Hein. Non, Stéphane il peut pas dormir devant mon live. Non. Je crois qu'il fait quelque chose. En fait. Je crois qu'il fait quelque chose en fait. Donc en fait, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole juste en 10-20 secondes pour conclure ce qu'on venait de dire, afin que nous puissions justement parler de la politique en fait, des infrastructures en fait, voilà. Si quelqu'un peut en 10-20 secondes. Moi, avant qu'on continue sur des choses beaucoup plus sérieuses, j'aimerais savoir, et c'est tout, on voit-il en patois comment on fait, pardon, parce que ça m'intéresse, hein, je comprends. Non, laisse Payot avancer dans le live, mais et c'est tout doit nous dire ça parce que c'était ma question. Donc laisse-toi avancer dans le live parce que moi je dois entendre ça. Non, en fait, non, c'est mes cousins qui m'ont dit que mais chaud. C'est comme ça qu'on a fait cette maman-là au voiture au pays et porter les gars du verre au village. Voilà. Excusez-moi, pardon. En tout cas, il me vient mon frère. Ouais, c'est bien un peu de fou rire, hein. C'est important. Ben, moi j'ai une question, je sais pas qui veut bien répondre en fait. Si pas loin de chez toi, à combien de mètres en fait tu as une route bitumée en fait, ta maison au Cameroun, à combien de mètres tu as une route bitumée ou à combien de minutes de marche? Bon, si c'est pour moi, je suis sur le bouton, hein, mon frère, bon, ça c'est moi. Ça, c'est juste moi.
Ma maison est nette sur les bits devant une route. Mais c'est seulement moi, ça ne veut pas dire que c'est ce que tous les Camerounais vivent, clairement. Bon. Armand, j'ai dit 60 km. Bon, après, je sais pas trop où il est, mais... En fait, parce que justement, le MRC, en fait, ambitionne de mettre chaque habitant des villes camerounaises à maximum 5 minutes de marche à pied, donc 500 mètres d'une route bitumée. Je crois que ça c'est un projet très très audacieux, il faut le dire, hein, très très audacieux, et ça implique le bitumage de beaucoup, je vais dire d'un grand nombre de routes. Je ne sais pas si quelqu'un a une lecture à faire sur la question du bitumage en fait. Autrement, je pourrais dire en fait 2 ou 3 points qui sont mentionnés dans le programme concernant justement ces questions. Je l'ai devant moi. Je sais que le MSC a parlé de la construction. Bon, ça, c'était avant je crois qu'ils vont actualiser leur programme, mais ils parlaient de la construction de 2800 km de route et 700 km d'autoroute. À 1200 milliards par an. Et ça, c'est la cadence, je crois que c'est une cadence annuelle qu'elle ambitionne de faire. Il parle notamment de désenclavement des bassins de production agricole, soit 800 km par an, à raison de 200 milliards par an. Et on parle ici de relier chaque chef-lieu du département au chef-lieu de la région par une route bitumée, soit 1200 km par an, soit 300 milliards par an. Et bitumage de routes urbaines, notamment dans les 10 chefs-lieux de région, soit 1600 km, soit 400 milliards par an. Construction d'un réseau d'autoroutes. Première phase, Yaoundé-Douala, Limbe, Bafoussam, Bamenda, Yaoundé, soit environ 1000 km, 300 milliards par an, pour l'apport initial d'un paiement construit essentiellement sur le BOT. Et plus tard en bas, il vous demande le mécanisme de financement dans une rubrique. Mais je dois simplement dire que quand tu regardes dans ce volume de machin, tu te rends compte clairement que on est en train de dire 1000 km à 300 milliards par an. Ça fait une moyenne de 3 milliards. Attends, c'est moi qui calcule le mal quoi. Je vais diviser rapidement. Donnez-moi 2 secondes. Hein. Mais justement, pendant que tu fais le calcul, Révo, je veux bien apporter une précision en fait que je lis dans en fait sur pardon. Quelqu'un a dit quelque chose, pas chez vous. Oui, je veux bien apporter une précision en fait que je lis dans un article en fait de l'agence Ecofin du 13 janvier 2024. Ils disent ceci que le gouvernement camerounais a pour objectif de bitumer 1888 km de route entre 2024 et 2026. Donc, ça veut dire en 2 ans, ils veulent bitumer 1800 km de route. Alors que, de l'autre côté, le MRC ambitionne construire en fait 2800 km en 1 an. Donc, ça veut dire que pratiquement presque le double, en fait, presque le double en 1 an, alors que le gouvernement, justement, ambitionne construire 1800 en 2 ans. Quelle est la lecture tu fais comment pour dire que presque le double, c'est le triple? C'est clairement le triple. Je te le concède, parce que c'est 700 km aussi, dans le MRC. Non, si on se limite simplement aux 2800 km du programme du MRC et aux 1800 de nos voisins, ils disent 1800, tu divises par 2, ça fait 900. 900 par 3, ça fait combien en multiplication? 9 fois 3, ça fait combien? 27. Voilà, ça veut dire que c'est un peu plus de 3 fois. Ça veut dire que si tu fais la moyenne de 1800 qui est sur 2 ans, ça veut dire qu'il parle de 900 km par an. Or, le MRC parle de 2800 km par an. Ça, c'est sans compter les autoroutes. Il dit 700 km. Je dois simplement rappeler la précision que ce n'est pas le double, c'est le triple. Et ils disent clairement en matière de financement où ils vont tirer les sources de financement. Ils ont parlé de 200 milliards provenant du fonds routier
dans cette des péages des stations de pesage routier. Et il faut apporter une précision. Il faut apporter une précision ultra importante. Le Cameroun, dans le financement de ces routes et de ces autoroutes, a le volume, a le coût le plus élevé qui est. Je ne sais même pas si même aux États-Unis on a un coût pareil en matière de bitumage des routes. Le Cameroun, pour 60 km de route, nous a fait dépenser 497 milliards pour 60 km d'autoroute à 2 voies, ça veut dire que deux machins de chaque côté. 497 milliards. C'est clairement 9 fois plus important que le prochain pays. Je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Maroc. En matière d'autoroute, ça c'est le coût. Ça veut dire que c'est tellement, c'est hors de, ça veut dire que ça ne met même pas ça ne s'explique pas. Ça c'est ce que le gouvernement Biya fait. 60 km de route, et il faut que vous réalisez ce que ça représente en matière de budget du Cameroun. Ça représente 9% de votre budget. 9% du budget sont alloués pour faire 60 km de route. 60 minuscules kilomètres de route. Voilà ce qu'a fait M. Biya. Et quand vous regardez en comparaison, effectivement, Maurice Kamto dit ici que pour réaliser 1000 km, ça veut dire, je ne sais pas, allez, peut-être 20 fois, allez, on va dire 18 fois, la même superficie, allez, 19 fois, c'est-à-dire 1000 km d'autoroute, ils prendront 300 milliards pour le réaliser. Ce qui, pour ma foi, cadre quand même avec les normes en matière de coûts. Un peu partout dans le monde, c'est à peu près avec ce genre d'argent-là. Il faut simplement 300 milliards pour réaliser la première phase d'une autoroute qui va relier Yaoundé et Douala, Limbe, Bafoussam, Bamenda et Yaoundé. Ça veut dire que faire la boucle entre ces différentes villes-là, 1000 km de route, 300 milliards. Et c'est réalisable. Il faut le dire clairement aux uns aux autres que c'est réalisable. Et si vous regardez, vous faites des recherches, vous vous rendez clairement compte que les prix, c'est à peu près avec ce genre ce montant-là qu'il faudrait pour bitumer des routes. Et on pourra finalement avoir des voies, des meilleures voies routières entre Douala et Yaoundé, et on pourra peut-être éviter chaque jour de se réveiller et de voir que tel est mort sur la route, tel a perdu la vie, tel a fait ci, et tel, enfin, c'est fatigant quand même. Merci beaucoup Revo pour cette précision fort importante, du moins ces calculs en fait que tu as apporté pour qu'on puisse comprendre combien ça nous coûte actuellement sous le gouvernement actuel en fait la construction d'un kilomètre de route et ce que ça coûte justement donc aux contribuables camerounais. Parce que c'est important. Récemment, on a vu sur les réseaux sociaux que les routes, en fait, qui avaient été construites, je crois, dans la région de l'Ouest, ont été dues à l'érosion, ont été totalement détruites. Est-ce qu'il n'y a pas un service, est-ce qu'il n'y a pas une agence au Cameroun justement qui s'occupe de la gestion de l'entretien routier, parce qu'on ne parvient pas à comprendre s'il n'y a pas une agence en fait qui inspecte même les travaux. Parce que comment on va comprendre justement que les routes même pas quelques années après justement sont totalement détruites. Parce que dans son projet de société, le MRC justement entend reformer la gestion de l'entretien routier en faisant justement sortir cette activité du ministère des Travaux publics pour la confier à une agence nationale d'entretien routier disposant d'une autonomie décisionnelle. Je peux y répondre? Oui. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que, en fait, la question ne devrait pas se poser dans ce sens-là. Tout simplement parce que quand on regarde les routes qui ont été construites depuis quelques années, comment elles se dégradent, il est clair qu'il faudra tout recommencer. Il faudra en recommencer beaucoup. Quand on regarde la pérennité des routes les plus vieilles au Cameroun,
comme même des constructions, hein, les maisons. Avant, je ne sais pas si vous aviez vu un immeuble s'écrouler. On voit que dans la rigueur des normes, il n'y a toujours pas de cohérence. J'ai vu un reportage dernièrement qui montrait la différence entre une ville et une autre. Quand je dis entre une ville et une autre, c'est plutôt, je devrais dire, entre la construction des routes dans un pays et puis au Cameroun. Et on a montré que, en fait, le goudron, quand on construit une route, c'est un peu comme la peau. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches qui ne sont pas faites de la même façon. Un peu comme il y a le derme, l'épiderme, et puis voilà, tout ce qui est en dessous, tous les tissus qu'on a. Si on ne respecte pas cela, selon le passage, on ne peut pas penser à avoir des routes normales, des routes qui ne fassent pas de trous. Parce qu'on étudie le sol avant de poser par-dessus avec des calculs, et je pense que nous en sommes capables, puisque les gens qui le font dans les pays étrangers, on a des personnes de la diaspora, dont la nôtre. Quand on regarde la qualité donc des matériaux qu'on utilise et la rigueur qu'on met dans la construction des comment je peux dire, des structures chez nous, je pense qu'en fait le problème il est juste là. Donc à partir du moment où le MRC vient pour implémenter l'excellence et la rigueur, on peut simplement partir du principe que si on construit une route et qu'on dit que par rapport aux matériaux, par rapport au nombre de passages présumés, ça doit rester pendant, je sais pas, 5 ans, à partir de 3-4 ans, on commence déjà à regarder la qualité de la route. Et ça incombe, en dehors des autoroutes et des sociétés autoroutières, hein, ça incombe aux villes. C'est-à-dire que moi, en France, par exemple, si je sors dans ma rue et que parce qu'il y a un trou, je me casse la jambe, eh ben, je peux porter plainte contre la mairie. Parce qu'il n'a pas entretenu. Parce qu'il n'a pas, dans la ville, il n'y a pas une veille pour dire, ah, tiens, il y a par exemple un trou, il y a des travaux, ce n'est pas signalé. Ce qui est le cas au Cameroun, où on voit des gens qui tombent dans des trous parce qu'il y a des travaux et que ce n'est pas protégé. Donc, c'est des choses comme ça. Quand je dis que la question ne se pose pas, ce n'est pas pour dire que c'est une question bête ou inutile. C'est juste pour dire que il est évident, quand on lit le programme, il faut qu'on regarde directement les corrections à amener à ce qui n'est pas fait correctement aujourd'hui et dire que l'entretien d'une route, à partir du moment où dans le programme du MRC, on a déjà l'intention de la construire, eh bien on va l'entretenir, d'accord, mais on l'entretient comment? Donc c'est pour ça que je disais, quand on construit, c'est exactement comme à la maison, hein. Je pense que chez nous, dans notre habitat citadin, ou même au village, on remplace, comment je peux dire, la peinture, même tes meubles, tu les changes. Donc c'est ça l'entretien en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as une certaine utilisation d'un équipement pour le bien commun, eh ben tu l'entretiens. Et c'est des budgets qui vont être donnés aux mairies, aux collectivités territoriales, pour que le citoyen ait un environnement dans lequel ces routes sont bien tracées, sont aux normes et sont bien entretenues. Merci beaucoup, Maman Jessie. Merci infiniment. Tout à l'heure, Ivo, il a parlé justement des coûts, des coûts faramineux justement qui sont mis en œuvre en fait pour construire ces routes-là. Les Camerounais, comme la maman qui est au marché, qui commence à 6h, qui rentre à 18h pour pouvoir nourrir sa famille, se pose la question, comment est-ce que le gouvernement justement camerounais finance justement la construction de ces routes-là? Est-ce que c'est les Camerounais qui payent? Est-ce que c'est les Camerounais qui paieront? Comment est-ce que ça se passe? Mais je vais justement lire 2 lignes en fait d'un article en fait paru dans Investi au Cameroun du 26 octobre 2023 qui dit que la Banque africaine de développement, la BAD, a accordé en fait au Cameroun a approuvé le 25 octobre 2023 à Abidjan un prêt de
133 milliards de francs CFA au Cameroun. Et ces fonds sont destinés à réhabiliter 173 km de route dans la région de l'extrême nord. Alors, encore des prêts, toujours des prêts. Est-ce qu'on doit passer le temps justement à s'endetter pour pouvoir développer les infrastructures au Cameroun? Et quand bien même on s'endette, est-ce qu'on voit vraiment les résultats? Alors, ça me permet en fait justement de venir sur un point très très important que le MRC a mentionné dans son programme à la page 36, au début de la page 36, la politique générale de financement des infrastructures. Là, je veux dire justement à cette maman qui me pose la question que, maman, écoutez, actuellement, pour financer les infrastructures au Cameroun, le Cameroun, en fait, justement, emprunte de l'argent auprès des organismes internationaux, auprès des banques. Et c'est vos enfants. C'est les enfants de vos enfants qui vont rembourser cet argent. Certainement, M. Biya, il sera plus là, il va rendre compte à personne, certainement. Donc, là, je voudrais qu'elle comprenne. Et comme alternative, le MRC, justement, propose de définir une politique générale de financement des infrastructures via la mise en place, justement, d'un principe de partenariat, notamment le partenariat privé-privé, le partenariat privé-public, ou encore, justement, les contrats de partenariat. C'est très important parce que lorsqu'on parle justement de cette question, ça peut paraître très complexe ou compliqué donc à entendre les partenariats publics-privés. Et je pense que le gouvernement camerounais est l'un des gouvernements qui échoue le mieux en fait à instaurer ou à instituer justement ce type de partenariat. Pourquoi je le dis? On ne verrait certainement pas les entreprises comme Orange Cameroun. Orange Cameroun, c'est pas de publicité, hein, dans les multinationales occidentales, venir reprendre le projet des jeunes Camerounais et leur proposer justement une aventure dans l'Occident, soutenir les projets pour aller développer justement les pays occidentaux. Le gouvernement justement devrait travailler avec les entrepreneurs camerounais pour pouvoir développer l'administration publique. C'est ça qu'on appelle aussi, c'est une forme de partenariat public-privé. Donc un partenariat public-privé, justement, c'est lorsque une entreprise ou une entité publique, en fait, s'associe avec une entité privée, décide de construire, en fait, quelque chose, décide de développer quelque chose. Je ne sais pas si, avant de revenir sur cette question, si quelqu'un veut bien prendre la parole, hein, donc sur la question justement du financement des infrastructures, qui remboursera, hein, et c'est tout, qui remboursera justement ces dettes-là. Je ne sais pas à combien de milliers de milliards ça se chiffre, mais qui remboursera ça? Est-ce que c'est M. Biya? Mais en fait, alors, le problème, moi je crois que le... Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai une émotion parce que je vous écoute en bas. Je ne suis pas trop technique, politico comme vous, mais j'aurais voulu poser une question avant son que je l'ai bien écouté tout à l'heure. Voilà pourquoi je suis montée. Évidemment, quand vous faites des lives comme ça, je vous écoute plus parce que j'avoue que le programme, là, quand je découvre c'est avec vous qui expliquait en détail. J'avais juste une petite question. C'est quelque chose qui m'a intrigué en fait, si c'est possible. Ah non, mais vas-y, Sonia, pose ta question. Madame Goulala, elle va te répondre. En fait, bonsoir, grande sœur. En fait, elle était en train d'expliquer qu'il faudrait que, surtout par rapport à l'entretien de route, qu'il faudrait qu'on fasse, si j'ai bien compris, hein, ça aux communes, je sais pas, à chaque commune ou aux villes. En fait, il y a quelque chose que je vais mettre. Il y a une question que je pose souvent quand je voyage. Par exemple, des noms qu'on allait au conseil de Valseo. Quand on parle des routes, et c'est pas la première fois que je vais en Belgique, en fait, quoi. Et je fais souvent un peu le remarque dans la qualité de l'autoroute, quoi. Et souvent, on me reprend en voiture, tu vois comment le péage coûte cher en France. C'est-à-dire, quand on dit l'auto, c'est-à-dire même entre les villes, hein, si tu pars de Paris pour Nantes, si tu pars de Paris pour Lyon, ou je sais pas, bref, même pour aller à Marseille, tout ça, c'est un budget, quoi. Mais quand les gens quand on entame le territoire belge, il y a une différence de route, et sans vouloir ici dénigrer les autoroutes ou bien les routes en Belgique, il y a une grosse différence, quoi. Et souvent la réponse qu'on me dit, qu'on me donne, c'est, tu vois pourquoi le péage coûte cher en France? Parce que ce sont les entreprises privées qui sont, c'est quoi les Vivendi, je sais pas, les entreprises privées
qui se charge d'entretenir le réseau routier français. Donc, je ne sais pas trop quand expliquer les communes et tout, où j'ai mal compris, peut-être j'ai très mal compris. Donc, j'aimerais bien savoir comment ça revient un peu quand Payo a commencé à parler. Je pense qu'il a un peu répondu aux questions que je me posais. Est-ce que c'est le travail des communes de résoudre le problème des entreprises? Je vais pas ma grande soeur, c'est que je réponds. Ok. Donc, là, en fait, on parle de deux choses différentes. On parle des autoroutes et on parle des routes. Moi, quand par exemple, je parle de route à l'intérieur d'une ville, je sais pas, je prends Nanterre. Tu connais la région parisienne. Imagine, je prends Nanterre. L'exemple que je peux donner, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il y a... oh là là, le mot m'échappe. Quand par exemple, moi par exemple, j'habite à un endroit où il y a un restaurant. Ok? Le restaurant est là et il a un parking. Le parking, il le loue. Il le loue à qui? Il le loue à la ville. Ça fait rentrer des fonds pour la ville. Si par exemple en été, il décide de mettre des gens sur le trottoir, il paye une taxe pour pouvoir utiliser le trottoir. Voilà, ça s'appelle les droits de voirie. Et ces droits de voirie vont dans une caisse de la mairie. Et la mairie reverse ça, par exemple au Conseil général des Hauts-de-Seine ou je ne sais pas quoi. Et c'est ça qui permet d'entretenir les routes dans la ville. D'accord? Maintenant, pour l'autoroute, c'est complètement différent. Je prends par exemple Vinci Autoroute. Vinci Autoroute, l'entretien des routes, ça se fait par concession. C'est-à-dire que Vinci, c'est un grand groupe. Excusez-moi, Vinci, c'est un grand groupe. Il y a Vinci Autoroute. Excusez-moi, je m'enrhume. Il y a Vinci Concession. Oui. Merci. Et il y a Eurovia. Eurovia construit les routes. Vinci Autoroute l'accompagne dans la construction de la route parce qu'elle conçoit, elle finance. Et Vinci Concession s'occupe de tout ce qui est péage. Et tous ceux-là ensemble qui font partie du même groupe Vinci, il y a le financement, la construction, l'ingénierie, il y a tout, l'entretien. Et c'est ça qui permet, avec les péages, d'entretenir les routes. Il faut remarquer par exemple que certains péages, quand ça vient d'être construit, c'est plus cher. Et quand ils voient qu'ils ont rentabilisé, ils peuvent baisser le péage de manière à ce que l'argent ne serve qu'à l'entretien, mais qu'il y ait quand même une valeur ajoutée au niveau financier qui leur permette de payer leurs employés, de faire les réparations sur les routes. Je ne sais pas si tu as remarqué que en France, au départ, on disait que c'était pour les JO 2024, mais depuis quelques années, c'est tout le temps en construction. Tout le temps. Autre chose, quand tu regardes par exemple une zone d'activité comme la Défense, ou comme à Issy-les-Moulineaux où il y a plein d'entreprises, ou à Cergy-Pontoise, ces entreprises-là payent des taxes. Et quand tu habites dans ce type de ville, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, tu as par exemple la taxe foncière au moment où on la payait encore en France, elle était amoindrie du fait que les entreprises payaient à la place des riverains. Et c'est toutes ces choses-là qui font que la ville ait les moyens de reverser sa part pour entretenir tout son réseau qui sont les routes, qui sont, comment je peux dire, on ne peut pas te permettre par exemple, même aux États-Unis par exemple, ça existe, c'est-à-dire que si tu as un jardin, il y a un niveau d'herbe que tu ne dois pas laisser dans ton jardin. Parce que ça, au niveau de l'environnement, on te dit non, il faut enlever tes herbes, sinon tu as une amende. Et ça, ce sont des choses où c'est des règles que s'impose la ville pour pouvoir entretenir son réseau en fait. Je ne sais pas si tu as mieux compris. Oui, j'ai même la région parisienne, il y a des petites autoroutes internes là qui sont plus chères, surtout quand on va en France, parce que quand tu regardes le tunnel A14 par exemple, vers Saint-Germain-en-Laye et tout, ça fait des années que ça a été construit, c'est toujours aussi cher. Les gens se plaignent parce qu'ils se disent mais ils ont rentabilisé. On attend toujours que Cofiroute ou
Vinci Autoroute, je sais plus à qui ça appartient. Je crois que c'est Cofiroute. Je pense que on attend toujours que ça baisse parce qu'on se dit ça fait quand même quelques années, ça coûte un peu cher quoi. Parce qu'il suffit que tu travailles, je sais pas, à Montigny-le-Bretonneux et que tu partes de Nanterre ou de Rueil-Malmaison, et ben tu payes 9 € aller, 9 € retour quoi. C'est hyper cher. Et ça quand tu regardes, parfois tu ne gagnes que 15-20 minutes. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Compris. Ok, compris, merci. Et c'est vrai, juste pour finir, c'est vrai, ce sont des petites choses comme ça, hein, Payot, excuse-moi, je voulais mieux comprendre. Ce sont des petites choses comme ça qui sont mises en place. Par exemple, là, je m'en mets pour finir, là. Et elle me montre une carte, par exemple, aujourd'hui. Elle m'a montré ça, mais je ne comprenais pas. À chaque fois qu'elle descend sa poubelle, elle a cette carte. Je lui dis, pourquoi tu descends cette poubelle? Et elle me dit, ici, en fait, pour que je jette ma poubelle, je passe ma carte sur un lecteur. Et je peux donc jeter ma poubelle, mais avant que ma poubelle soit jetée, ça pèse mes ordures. Et mes charges, en fait, sont mes charges du mois. Bon, j'ai pas dit que c'est méchant ou bien, mais j'étais un peu étonnée que mes charges du mois, tu sais, on va dire les ascenseurs, les machins, mais mes charges du mois, par exemple, mes ordures seront au poids des ordures que j'ai utilisées au mois. C'est par rapport à ça que j'ai dit, mais on pèse aussi les ordures, les watts là. Donc tu as raison sur les petites choses comme ça, quoi. Merci. Les pays nordiques, il y a des endroits où tu as un détecteur où dès que tu jettes quelque chose qui n'est pas conforme dans une poubelle, tu as une alerte. Ils ont même des détecteurs, c'est-à-dire que si ta poubelle bleue ne doit contenir que des boîtes de conserve, tu mets autre chose qu'une boîte de conserve, tu as une alerte. Et on sait que c'est toi qui as mis. Et si tu laisses ça dedans, on ne ramasse pas ta poubelle. Parce que quand il vient avec, le gars qui ramasse, quand il vient avec son détecteur, il sent que ce n'est pas conforme à ce qu'il doit prendre, il ne ramasse pas. Et toi, tu te retrouves avec les ordures, tu es obligé de retrier. Tout sera refait comme tu as dit quand tu expliquais tout à l'heure. Merci Payot. Merci à vous, je descends, je vous écoute en bas. Je pense qu'on doit finir, on doit finir justement sur ce point ici-là, parce que... Pardon, c'est tout? Moi, je disais que Sony aurait pu rester. En réalité, Mungo a même déjà répondu à la question que tu me posais. Mais Binan aurait pu ajouter. Je pense qu'il y a une multitude de contrats. C'est comme un couteau suisse, hein. Concession, maintenance, etc. Donc, vraiment, nos routes seront sûres. Les routes seront, selon le MSC, seront sûres. Voilà, etc. Ce que j'ai envie de dire, et c'est là ma véritable inquiétude. C'est-à-dire que en 2025, quand le MSA arrivera, ma véritable inquiétude, ce sera l'état des comptes publics après l'audit. Nous n'en savons absolument rien au jour d'aujourd'hui. On sait simplement que les gars ont contracté des dettes. Certaines sont connues, d'autres pas. Personnellement, je crains qu'il y ait un nombre important de cadavres dans le placard. Si ça se trouve, on est 10 fois plus endetté que nous le pensons ou que nous le savons. Donc c'est l'audit et l'état des comptes publics au moment où le MSC arrivera au pouvoir qui m'inquiète sérieusement. Mais je ne maîtrise pas les financements des grosses infrastructures. Si bien a des connaissances, il te dira, mais personnellement, tel que je vois là, je vois les contrats de maintenance, les contrats de concession. En réalité, on mettra en œuvre des ouvrages sans que ça coûte grand-chose aux contribuables. Et par contre, je vais vous dire une chose très simple. J'aime bien les anecdotes. Une fois, je suis dans un cabaret à Douala. Il y a deux couples qui arrivent à moins d'une heure de mes commandes. 2 bouteilles de Dom Pérignon. La bouteille, c'est 200 000 dans ce cabaret-là. Et une bouteille de Johnny Gold, 500 000 francs. C'est 2 hommes et 2 femmes. C'est un cabaret où j'avais mes habitudes. Donc je demande au serveur qui est ce monsieur qui dépense en rien 500 000 francs pour la boisson. Et le gars me dit, il est responsable du péage routier. J'ai donc compris que c'est là la destination des 5 francs que le Camerounais lame d'un côté tous les jours. Pour que les mecs aillent boire du Pétrus. Là, pour le coup, c'était du Dom Pérignon.
500 000 francs à mon dinar. Voilà. Moi, quand je regarde le programme du NRC, je vois qu'il y a une panoplie de contrats et ce sera en fonction de... Pour les autoroutes, ce sera probablement des contrats de concession. Donc, ça coûtera 0 francs à l'État. Et je ne sais pas quel est le thème technique ou c'est le concessionnaire ou le concessionnaire. Enfin, je ne suis pas juriste. Et en fait, c'est la personne qui exploite, qui encaisse et rembourse son investissement, quoi. Donc, ça coûte rien. Et je suppose qu'à un moment donné, la route va procéder à l'État et devient sa propriété. Cette partie-là, devant le financement, peut-être que... Absolument. Plus que moi. Absolument. Mais en tout le cas, il y a un contrat, c'est très important, il y a un contrat de maintenance, entre autres. Donc, ça veut dire que les routes seront sûres, il n'y aura pas ne serait-ce qu'un mégot de cigarettes sur la chaussée, parce que le contrat de maintenance stipule qu'il y a une entreprise qui a pour rôle de veiller à ce que les routes soient sûres, bien entretenues et qu'il n'y a rien qui traîne. Voilà, qu'il n'y ait pas le moins de petits trous. C'est ça qui nous dit que ce sont des routes beaucoup plus sûres, voilà, pour le pays et pour le Camerounais. Tout à fait, c'est tout. Parce que ce qui est justement important, avant que je passe la parole à M. Binam, ce qui est important justement de mentionner, c'est que les divers contrats que le NRC mentionne dans son projet de société permettront justement de financer les capitaux privés, hein, donc de mobiliser les capitaux privés pour la construction et l'exploitation des infrastructures publiques. Voilà, donc tout en transférant la propriété à l'État à terme. Donc c'est ça en fait la précision qu'il faut faire, c'est que l'État, le nouveau gouvernement camerounais sera, du moins l'État camerounais avec grand E, hein, sera propriétaire de tous les projets infrastructurels en fait qui seront développés au Cameroun si on utilise justement ces divers contrats. Alors la parole justement à Monsieur Binam, si comme c'est tout il a dit en fait, si vous avez une lecture à faire sur ces moyens de financement en fait, ce type de financement, ces types de contrats et autres. Oui, merci. En réalité, c'est pas forcément mauvais qu'un État entre guillemets s'endette pour pouvoir financer des routes. Pourquoi? Parce que c'est des investissements qui sont dits productifs. C'est-à-dire que normalement, quand un État s'endette et qu'il utilise cet argent efficacement, à bon escient, pour effectivement financer des routes, créer des routes, ces routes-là vont faire en sorte qu'il y ait une émergence d'une activité économique. Par exemple, s'il y avait des champs quelque part et que les produits pourrissaient parce qu'il n'y avait pas des moyens d'évacuation de ces produits-là, le fait qu'il y ait une route va permettre que ces produits-là puissent être évacués. Donc, cette évacuation entraîne une augmentation de l'activité économique et cette augmentation de l'activité économique permet à l'État d'engranger des taxes supplémentaires et c'est avec ces taxes-là qu'il rembourse justement le prix de ces infrastructures. Des fois, c'est même primordial et c'est presque nécessaire que ce soit l'État qui s'occupe de la construction des routes. Je vais prendre un exemple. S'il faut construire par exemple une autoroute entre Yaoundé et Douala, il est évident qu'elle sera rentable du jour au lendemain. Il suffit juste de voir le nombre de gens qui font ce trajet-là. Mais par contre, si on doit construire une route, je sais pas, entre Douala et peut-être, je vais dire quoi, je vais prendre comme exemple un coin perdu, absolument perdu, où il y a où il n'y a pratiquement pas grand monde, cette route ne sera pratiquement jamais rentable. Mais par contre, il faut, parce que nous sommes un État, parce qu'il y a une solidarité, la définition d'un État est que toutes les parties du pays doivent être développées parce qu'il y a une solidarité. Donc, c'est là parce qu'il n'y a pas une nécessité économique de construire une route dans une région qu'on ne va pas construire cette route-là. Il le faut parce que on constitue une nation et de ce fait, on doit pouvoir développer toutes les parties de la nation. Donc, dans ce cas-là, c'est l'État qui prend son rôle, qui joue justement son rôle de péréquateur, donc de celui qui ne va pas se contenter de se concentrer sur les parties les plus riches ou les parties qui ont le moins besoin. Il va aussi prendre un peu chez ceux qui ont le plus besoin et pour pouvoir faire en sorte que ceux qui ont le moins besoin, pouvoir faire en sorte que ceux qui ont le plus besoin puissent aussi bénéficier de sa, on va dire, de ce fonctionnement, du bon fonctionnement du pays. Et concernant le financement, donc ce n'est pas mauvais que l'État puisse s'endetter pour construire. Et d'un côté, et de l'autre côté, il est quand même plus efficace que l'État laisse, que l'État utilise les mécanismes, il y a toute une ingénierie
financière qui s'est développée depuis maintenant un certain nombre d'années, qui permet de faire en sorte que un État puisse se développer, construire des infrastructures sans forcément que l'État s'endette. Parce que le fait qu'un État s'endette fait que qui dit endettement dit intérêt, et puis les charges d'intérêt pèsent finalement sur l'ensemble de la population. Ces mécanismes, ce sont ceux que tu as cités. En anglais, il y a un anglicisme qui s'appelle BOT, c'est Build Operate Transfer, c'est-à-dire que on peut décider que sur Yaoundé doit là, je pense qu'aujourd'hui, même à la date d'aujourd'hui, si l'État camerounais autorise des opérateurs privés camerounais à construire des routes, je pense qu'une autoroute Yaoundé Douala va être construite en 3 ans. Il y a des Camerounais qui sont capables de mobiliser non seulement les ressources, mais l'expertise technique pour le faire. Pareil, Yaoundé, je vous dis, si l'État dit, bon, si vous voulez vous construire, vous exploitez pendant même 20 ans, et puis après vous me remettez, en 3 ans, je vous dis qu'il y a des Camerounais qui sont capables de le faire. Mais bon, on connaît l'incurie de notre pays, des dirigeants de notre pays, donc il ne faut pas trop compter sur la chose. Mais effectivement, c'est des mécanismes qui permettent justement à l'État de développer des infrastructures, on va dire presque à moindre coût, puisque ces infrastructures s'autofinancent. Parce que s'il faut compter sur l'État pour s'endetter, ensuite récupérer l'argent en exploitant ces infrastructures-là, et c'est tout à donner l'exemple, c'est qu'on se met les doigts dans l'œil. Il a donné l'exemple parce que au lieu que cet argent-là, les 500 000 là soient utilisés pour rembourser l'investissement qui a été fait, on retrouve ces 500 000 dans un cabaret avec un monsieur qui a son job en train de se faire appeler président partout, à gauche, à droite, par le DJ. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est d'où l'inefficacité de l'État. En tout cas, l'État RDPC actuel, peut-être que les choses ont changé avec un État, avec une administration Kamto. J'aime bien cette expression. Mais dans tous les cas, moi, personnellement, je suis toujours confié Bien, sincèrement, nous tous là, nous ne sommes plus avec bien. Non, je te dis, pour nous, il y a du passé. Il y a du passé. C'est-à-dire que nous, on parlait du Cameroun qui va démarrer à partir de 2025. Ce sera un autre Cameroun. Et je vous assure, il y aura, et je sens déjà la fièvre, l'envie chez les Camerounais qui se dépassent en masse pour s'inscrire. J'avoue que moi aussi, quand j'ai vu les images de ces derniers jours, et puis à la fois des inscriptions et à la fois l'accueil chaleureux que le président Maurice Kamto a reçu dans les rues de vraiment, ça m'a réchauffé le cœur. Je me suis dit, il y a encore de l'espoir pour notre pays. Et je peux même dire une chose, tous les Camerounais sont prêts, et je pense qu'avec l'administration Kamto, je ne suis pas sûr qu'un policier aura encore le courage de demander 500 francs. Il sera tellement content que le pays avance pour lui, mais surtout pour ses propres enfants, qu'il fera tout. Et je vous assure que les gars sont prêts à travailler, que nous allons rentrer en masse. Non seulement on va contribuer en achetant la dette de l'État, du papier émis par l'État camerounais pour faire en sorte que nous ayons besoin d'aller demander des euros. Rappelons quand même que le régime Biya, pour terminer, le stade qui n'a jamais terminé, parce que l'hôtel 6 étoiles au sous-sol n'existe toujours pas, ni la piscine, ils ont été contractés une petite dette de 50 millions d'euros auprès de l'Agence France Développement. C'est-à-dire qu'un État comme le Cameroun va se mettre à genoux pour 50 millions d'euros. Et c'est ça qui est même l'objet de mon inquiétude. Parce que je me demande dans quel état de France j'ai discuté, je crois qu'il y a à peu près 6 ans, avec quelqu'un à Yaoundé, il m'a dit en termes de liquidité au trésor public, à ces jeunes, nous avons 2 milliards de francs CFA. Bon, c'est une trésorerie qui est tendue. Et j'ai peur qu'après l'audit, je suppose que le MS va faire un pouvoir pour donner l'état des comptes publics, que nous ayons un certain nombre de surprises désagréables. Mais dans tous les cas, avec nos simulations, le budget aujourd'hui est à 6 milliards. Je pense qu'au bout d'une année, il va doubler. On sera à 12 milliards et on finira probablement à 24 milliards parce qu'on est prêt à travailler. Et on est 6 millions en diaspora. Il y a au moins la moitié qui a l'intention de rentrer et tous ces gens qui vont rentrer, ils sont des porteurs de projets. C'est pas un pays à partir de 2025. Juste une précision, ce qui me donne espoir, c'est que regardez par exemple le plus grand barrage d'Afrique, le barrage Renaissance qui a été construit en Éthiopie. Et je pense que les révolutionnaires l'avaient déjà dit une fois, pas un
COPEC n'est venu des organismes habituels qu'on connaît, FMI, Banque mondiale, ou même pas un COPEC. L'État éthiopien a lancé des bons patriotiques en disant si vous êtes éthiopien, si vous aimez votre pays, faites-nous confiance, on va construire quelque chose qui va nous donner l'indépendance, non seulement l'indépendance énergétique, mais nous faire exporter de l'électricité. Donc, vous investissez, non seulement vous allez, vous le faites pour l'amour de votre pays, mais en plus vous avez gagné l'argent. Et ils ont récolté des sommes qui allaient au-delà de ce qu'il était nécessaire pour pouvoir construire ce barrage. Parce que les Éthiopiens ont cru en leur gouvernement, parce que leur gouvernement leur a montré l'efficacité de son action et l'utilité de ce projet. Et le barrage Renaissance a été rempli, je crois, l'année dernière, malgré les cris des Égyptiens qui ont peur que les retenues du Nil font en sorte que l'eau n'arrive pas au niveau de l'Égypte. Et aujourd'hui, l'Éthiopie ils vont exporter de l'électricité jusqu'en Afrique du Sud, pour vous dire. Donc voilà, c'est pour dire que nous on a une ressource et on a une diaspora qui est tout aussi efficace, je pense, mais voire même plus que celle de l'Éthiopie, et je n'ai aucun doute que voilà, on pourra aisément se passer même de notre État sous l'administration, comme on pourra aisément se passer des mécanismes habituels de prédation et puis comment dire, d'enrôlement dans l'esclavage que sont très souvent le FMI et puis la Banque mondiale. Et nous, Camerounais, pourrons nous autogérer et autofinancer notre développement. Très bien. Merci beaucoup, Binam. Moi, je retiens justement sur ce que tu as dit, en fait, il faut copier les best practices. Donc, voilà, il faut copier les meilleures pratiques, en fait, qui sont faites dans les gouvernements, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Et il faudrait qu'il y ait une volonté du peuple justement à croire au gouvernement. Et lorsqu'on parle justement des meilleures pratiques, c'est pour moi, ça c'est mon avis personnel, à la lecture justement du projet de société en fait du MRC, je vois justement que les meilleures pratiques en fait sont mentionnées dans ce projet de société. Et je pense aussi, sans toutefois me tromper, et voilà, que le peuple camerounais en fait croit fortement justement au professeur Maurice Kamto, même si les médias traditionnels en fait ne nous laissent pas comprendre ou entrevoir cela. Je pense qu'aujourd'hui en fait cette question du financement de la politique en fait de financement des infrastructures est très très importante. Voilà, on a parlé justement du BOT, Build Operate Transfer et tout, BOTT, Build Operate Transfer et tout. Donc il y a tellement de mécanismes en fait qui pourraient être utilisés voilà, afin de financer justement les infrastructures et de sortir progressivement de la spirale infernale de la dette auprès justement des organismes et des banques internationaux, dans les organismes et les banques. Voilà, c'est très important. Au bout de 3h30 de live, je vais certainement, avec votre permission, demander justement qu'on s'arrête là, parce que le plus important, nous faisons les lives où nous faisons une lecture et la compréhension des chantiers du MRC. C'est des lives courts pour que les Camerounais dans l'ensemble puissent ressortir avec le plus d'informations, avec des informations potables, voilà, qui puissent en fait se faire à une idée de ce que le MRC dans son projet de société, qui ma foi, je pense, sera actualisé courant 2024 ou 2025, voilà, ce que le MRC leur propose pour eux et pour les générations à venir, donc pour leurs enfants et pour les arrière-petits-enfants. Et quand je parle je parle de moi aussi en premier. Donc c'est important justement que nous éduquions justement sur cette question. Et je tiens justement à le rappeler en fait que nous ne parlons pas au nom du MRC, nous ne parlons pas au nom du professeur Maurice Kamto, nous ne parlons pas au nom même du directoire du MRC, que ce soit dans la diaspora ou au Cameroun. Nous sommes justement des Camerounais qui faisons une lecture et une analyse en fait de l'existant et nous essayons justement de voir comment dans le projet du MRC, il y a des solutions claires et concrètes pour pallier aux divers problèmes que nous rencontrons. C'est cette précision qu'il est importante de faire.
C'est cette précision qu'il est importante de faire. Et par ceci, j'entends, et quand je dis j'entends, je parle aussi de toute l'équipe qui a derrière. Nous entendons inviter pour la semaine prochaine un membre du MRC qui soit expert sur les questions du chantier 3, parce que là, le live de la semaine prochaine, en fait, sera un live encore plus costaud, où on vous propose encore plusieurs rubriques, autre que la rubrique, en fait, que la chronique, mais il y aura justement des séances de questions-réponses où ceux qui sont donc en commentaire pourront poser les questions par écrit ou encore monter et poser les questions justement qui me semblent importantes aux membres du MRC qui seront sur le panel. Alors, lorsque je dis ça, je veux déjà remercier tous ceux qui sont là depuis 18h30. Hein. Il faut le dire, c'est vraiment, ça montre combien vous êtes pour le changement, vous êtes avide du changement et vous souhaiteriez que les vraies choses prennent leur envol au Cameroun. Et ce Cameroun, justement, sera construit avec vous. Ce Cameroun sera construit avec vous. Et on l'a vu dans le projet de société, en fait. La construction des villes, le développement des villes, c'est dans toutes les régions du Cameroun. Aucune ville n'est lésée. Aucune ville, aucune région ne sera lésée. Et quand c'est appréciable, il faut applaudir. Alors, je vais justement donner c'est maximum 1 minute, s'il vous plaît, 1 minute à chacun de faire le résumé global de ce qu'on a dit, enfin, pas forcément un résumé, mais d'émettre en fait une idée qu'il aurait comprise ou une idée qu'il aurait analysée en fait lors de ces 3h30 de live, et ensuite je pourrais donner le mot de conclusion. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on lise la chronique encore, hein. Donc dites en commentaire s'il vous plaît, et voilà. Normalement le live il doit être terminé à 22h, et voilà, 1 minute pour chaque panéliste. Merci beaucoup. Non, je conclue, mon frère. Oui. Oui, merci, Payot. Rapidement, hein, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que les uns les autres ont abordé en profondeur beaucoup de choses, notamment concernant le point sur le chantier 3, notamment concernant l'aménagement du territoire. Et on a évoqué beaucoup de choses, notamment problème de pollution, d'inondation, d'insalubrité urbaine, de manque d'infrastructures routières. Et quand on regarde clairement le projet du MRC, le programme du MRC autant pour moi, on se rend compte clairement qu'il a de grandes ambitions et qu'il pense refaire le Cameroun de meilleure manière. Ce qui me semble vraiment comme point saillant pour moi, c'est la partie infrastructure routière qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai toujours pensé que le développement des infrastructures routières est un vecteur important du développement en général. C'est-à-dire que si la route passe quelque part, comme l'adage le dit, le développement suit. Et si ne serait-ce que 30% de ce projet est mis en œuvre, vous ne pouvez pas imaginer le boom économique que le Cameroun va ressentir. J'ai parlé précédemment d'un aspect qui avait été appelé ZAPI. C'était un programme qui avait été mis sur pied par les dirigeants du Cameroun des années 70. J'aimerais simplement dire que cette politique avait conduit le Cameroun à avoir une croissance à 2 chiffres. Et quand je regarde, je fais une comparaison entre les plans quinquennaux et le programme du MRC, clairement, je comprends que on est dans la même lancée, et on a même une certaine amélioration. Pourquoi? Parce que il y a un certain développement, dans le programme en lui-même. Et je me dis clairement, si on implémente ce programme, le Cameroun de demain sera un Cameroun totalement différent de ce que l'on vit. Et la particularité, j'invite encore les uns les autres à lire le programme du MRC. C'est seulement 80 pages. La particularité de ce programme, c'est qu'il vous donne les projets et il vous dit comment il va financer. Donc, c'est pas seulement on invente une idée, ah non, je vais faire 10 000 km de route et il s'arrête là. Non. En bleu, généralement, à la fin de chaque proposition, sont clairement indiqués où est-ce qu'on va prendre l'argent pour financer. Et ça, pour moi, c'est révolutionnaire et ça devrait interpeller les uns les autres. Je remercie les uns les autres de nous avoir écoutés, et merci à toi, Payot, pour
l'effort que tu as consenti, le temps que tu nous consacres de nous exprimer sur la question du programme du MRC. Donc, merci. Merci infiniment, Revo. Merci beaucoup pour cette belle analyse en fait que tu viens de et cette belle synthèse, je dirais que tu viens d'envoyer. Je ne sais pas si je dois commencer par Tata Sony en haut ou bien je dois après Revo juste remonter pour Maman JC si elle veut bien prendre la parole. Alors, je vais prendre la parole simplement pour dire, sans revenir sur ce qu'on vient de délivrer, mais en m'inspirant de cela. Quand on a un programme clair qui va implémenter des solutions pour le bien-être de tous, le citoyen ne peut que coopérer. Donc, je pense que toutes les solutions qui seront mises en place, qui concernent l'environnement, la pollution, qui concernent notre environnement, comment je peux dire, l'endroit où on habite, l'endroit où on vit, les endroits où on va, les routes, les maisons, toutes les infrastructures, je pense qu'à partir du moment où on sait pourquoi on paye, le moindre centime, on saura où il va, on va coopérer et je pense que le pays ne va avancer que comme ça. On aura la tête tellement libre qu'on n'aura pas l'impression d'être acculé par des taxes à gauche et à droite, mais on se dira, ok, si je paye cette taxe parce que j'utilise le trottoir, parce que j'utilise la route, parce que j'utilise ci ou ça, à partir du moment où c'est entretenu et c'est en bon état, et que tout est amélioré, que les gens ont du travail, que l'école est gratuite pour les enfants, qu'on a des hôpitaux qui conviennent, le reste coule de source. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Mamango. Alors, grand frère, Monsieur Binam, votre synthèse, votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, ce sera un sentiment, c'est l'espoir, vraiment l'espoir. J'ai le cœur léger comme quand je pense à mon pays ces derniers jours, en fait, ces 2 derniers jours, et depuis beaucoup plus longtemps, depuis notamment le temps où je partage les forums TikTok et autres, parce que je me rends compte que il y a un moment où j'étais désespéré de mon pays. J'ai commencé à reprendre espoir au moment juste avant, en 2016, quand je me suis vraiment intéressé au professeur Maurice Kamto et à ce qu'il proposait pour mon pays. Cet espoir, il a été très grand lors de la dernière élection présidentielle qui a été volée. J'ai ressenti comme tout Camerounais porteur de cet espoir-là une espèce de rage, de frustration. J'ai même ressenti un peu du découragement, mais avec des gens comme Stéphane justement, il y a une flamme la flamme qui était énorme. Au lendemain de l'élection, c'est un peu, elle a commencé à vouloir s'éteindre, mais justement, de par l'action du professeur Maurice Kamto, de par sa constance dans ses opinions, dans ses convictions, dans sa volonté de vouloir transporter ce compatriote vers un monde meilleur, de par le combat des gens comme Stéphane, justement, et autres, et Wilfried, cet espoir s'est maintenu, et maintenant, cet espoir a grandi en moi, et je sens que il a aussi grandi en la plupart des Camerounais. Quand je vois l'engouement de nos compatriotes, notamment au pays, à s'inscrire sur les listes électorales, des jeunes qui normalement n'ont pas, parce que moi j'ai entre guillemets eu la chance de connaître la queue de la comète de l'ancien régime. J'ai des points de comparaison, mais des jeunes qui sont nés dans dans ce régime-là, qui n'ont connu que l'iniquité de ce régime-là, mais même ces jeunes-là sentent que il faut qu'ils changent, que les choses changent. Quand je vois ça, ça me remplit d'espoir et je ne peux qu'espérer des lendemains meilleurs pour notre pays sous l'égide du professeur Kamto. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Binam pour cet hommage et pour ce témoignage aussi. Alors, Laurent, grand frère Laurent, la parole à vous, s'il vous plaît. Oui, déjà, je voudrais t'adresser mes félicitations, si je peux dire ça comme ça, congratulations to you. Que tu mets dans ce travail, Tayo. C'est un travail de titan, même si les gens ne le voient pas. Et je pense que le jour où ça portera ses fruits, peut-être qu'on se retrouvera tous quelque part pour célébrer ce moment.
Ce que je veux dire, c'est que le programme du MRC surgit ici, n'est-ce pas, comme un enfant à qui on a longtemps, dont l'acte de naissance a été longtemps cacheté de PND, PN non déclaré, pour ceux qui connaissent l'époque, PN non déclaré, et qui à l'école, on a toujours, il a toujours eu du mal à voir les autres, voir le père qui venait les chercher à la sortie de classe. Et lui, il était si malheureux parce qu'il n'avait pas l'occasion de voir son père qui venait le chercher. Et fort heureusement, un jour, son père a débarqué et il est tellement content, il est tellement ému que sa joie déborde. Il est content de voir que désormais, il a un père qui viendra le chercher à la sortie des cours. Cette joie-là, c'est la même joie qui nous anime, nous qui avons longtemps été dans un sommeil de 42 ans, dans lequel nous a plongé le régime BIA, et que finisse par apparaître le MRC comme une lueur d'espoir, une lueur de lumière dans les ténèbres. Je voudrais dire à tous ceux qui doutent encore, à tous ceux qui sont encore dans l'incertitude, qui tergiversent encore, que 2025 est l'occasion pour tous les Camerounais, à travers ce programme, quand tu le lis, de plonger dans un rêve qui peut se réaliser. Si nous tous, nous allons dans la même direction. Sortez du sommeil, réveillons-nous et à nouveau, nous pourrions rêver dans un Cameroun où les choses, où la justice est le dernier rempart de celui qui est oppressé par la force du plus fort. Réveillons-nous et mettons-nous en marche pour un Cameroun où nos enfants pourront espérer grandir et jouer, s'aimer entre eux, sans envie, d'aller à l'Occident, partout ailleurs. C'est ce que je peux dire. Merci, panel. Merci à tout le monde sur le panel et merci à nos auditeurs. Bonne soirée et bon dimanche à tous. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup pour ce mot de fin. Le grand frère Stéphane ensuite et c'est tout, et enfin Tata Sony, s'il vous plaît, en quelques minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu m'as sauté, Stéphane doit parler avant. Stéphane, mais si Stéphane n'est pas disponible, c'est tout, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. C'est comme si... Très rapidement. C'est que si nous sommes ici à discuter sur l'aménagement urbain, sur les infrastructures, c'est que nous faisons un constat que rien n'a été fait en 42 ans. Voilà. Et pendant qu'on était en ligne, là, pendant que Mme Mougou parlait, je suis allé regarder les 10 points du programme, du projet de société d'un candidat au Cameroun. Et je me suis arrêté sur l'un d'eux. Continuer et consolider la paix. Ça, c'est un truc qui a été fait en 2018. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une guerre dans les 2 régions anglophones du Cameroun, dont je ne sais plus de quelle paix est-ce qu'il parlait. Et on a constaté, et je vais prendre, et c'est le frère Binam qui nous a posé cette question, concernant les infrastructures ferroviaires, et on a constaté qu'on a régressé par rapport à ce que Aïdou avait laissé en 82. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de chemin de fer qui ont été supprimées. Revo a parlé du train qui allait jusqu'à Konsanda, voie Banga, etc., qui n'existe plus aujourd'hui. Donc nous sommes en régression là-dessus. Et nous sommes en régression sur les infrastructures ferroviaires comme partout ailleurs. Je rappelle, pour ceux qui ont à peu près mon âge, qu'à une époque, le transport en commun existait. Il y avait la sauture. Voilà, disparu. Donc nous faisons juste le constat qu'en 42 ans, le régime a régressé. Quelques personnes se sont enrichies, se sont grassement gavées sur les deniers publics. Et nous sommes aujourd'hui tous tournés grâce au NRC, à ce projet de l'espérance. Et on est convaincu que la bascule se fera en 2025 et qu'au final, nous prendrons en main notre propre souveraineté. C'est ce que je pourrais dire, c'est le sujet. Merci beaucoup et c'est tout. Tata Sony, s'il vous plaît.
merci Payot. C'est vrai que je vous ai écouté aujourd'hui en haché parce que c'était long et j'avais pas de réseau. Moi, je te dis juste tout simplement merci. Hein. Je t'ai déjà dit sur que pour ton âge, tu es très structuré, quoi. Moi, depuis que ce programme existe, je vous écoute. Et je vais envoyer ici, même comme le grand frère a dit que ce n'est que 80 pages, que je n'ai jamais pris la peine de le lire. On l'a lu chez moi, mais moi non. C'est-à-dire, même quand je monte sur les panels et je défends le projet du MRC, parce que moi je suis sympathisant, je suis pas militant, c'est parce que je crois qu'il y a un espoir qui a été, qui est né il y a 6 ans, et que je vois les gens qui sont autour de cet entour et de tous ceux qui veulent que le Cameroun soit meilleur demain. Donc moi je crois en ça. Tout ce que je vais ajouter, c'est, j'espère que ça sera, parce que c'est pas juste un programme, que ça sera pas juste un programme. C'est-à-dire un programme d'espérance, et que quand il faudra, parce que je sais que le MSI arrivera au pouvoir, quand il faudra maintenant l'implémenter, que ce soit autre chose. C'est tout ce que moi je souhaite tout au fond de mon cœur, quoi. C'est-à-dire si en 2025, même pas si, le MS va passer en 2025, maintenant il faut implémenter réellement le programme. Que ça prenne le temps que ça va prendre, que ça se passe pas comme ailleurs. C'est tout, merci. Merci beaucoup Tata Sony et merci à tous. J'ai essayé de répondre à beaucoup de commentaires, de remerciements, mais voilà, les commentaires ont été filtrés en fait à cause des paramètres et tout. Mais merci à tout le monde et comme Tata Sony, comme tu l'as dit à la fin, c'est une question enfin c'est pas la prétention, mais lorsqu'on fait ces lives et tout, c'est justement pour transmettre l'information, c'est surtout pour éduquer le maximum de Camerounais et partant nous éduquer nous-mêmes au préalable sur les questions du projet de société en fait du MRC. On n'a pas certainement cette vue d'experts là comme les membres du directoire ou encore ces personnes très très importantes qui ont écrit ce programme, mais nous essayons justement de l'analyser, de le comprendre et surtout en fait de transmettre entre guillemets la bonne nouvelle. Et j'ai tellement apprécié la métaphore en fait de l'Europiana sur le PND, le père non déclaré, et je tiens à rendre justement un hommage en fait à tous ces enfants justement qui attendent toujours le retour de leur père, si vous comprenez. Et je sais que vous avez compris la métaphore, parce que on sait que notre père en fait nous l'attendons et il sera certainement là d'ici à l'année prochaine. Alors donc sur ce, je tiens à vous remercier vous tous, toute l'équipe qui participe en backstage à ce live, au lancement de ce live. C'est vous les personnes les plus importantes et c'est vraiment à vous que les remerciements devraient aller. Et je n'oublie pas justement tous ceux qui sont restés pendant ces 4 heures de live. C'est la toute première fois que je fais un live de 4 heures, mais pendant ces 4 heures de live, c'est vous les vraies étoiles. Merci beaucoup et certainement à dimanche prochain. Allez vous amuser, c'est samedi, faites la fête, surtout pas d'excès. Et à très bientôt. Bon samedi, c'était Payot. Beaucoup Payot. Bon samedi.